Bonjour, je vais vous présenter un exposé un peu difficile en début de matinée sans café. Mais comme vous êtes là, vous êtes des guerriers, si j'ose dire. Hein. Vous avez affronté plein d'autres obstacles et donc j'espère que vous survivrez à cet exposé qui certainement sera très aride parce que juridique. Et qui sera aussi un peu déconnecté du thème, même si j'essaierai au fur et à mesure de l'évocation d'un certain nombre de points d'essayer d'esquisser plus que d'approfondir des thèmes qui peuvent rejoindre la question du développement durable et du lien avec le patrimoine. On m'a demandé de vous faire un point sur l'actualité donc juridique, essentiellement juridique, du patrimoine en bibliothèque. Je m'en excuse auprès des collègues archivistes ou des collègues qui peuvent venir d'institutions muséales parmi vous, mais bien sûr, ils trouveront aussi des points de comparaison. Donc sur l'actualité juridique sur le patrimoine en bibliothèque qui a été relativement dense, effectivement, en 2020, puisque ça a marqué l'aboutissement d'une série de travaux qui ont commencé effectivement 2 ans plus tôt, en 2017, et qui ont abouti en 2020. Il faut que je vous retrouve la page 1. La page 1, comment on fait pour passer de page en page? Peut-être comme ça, tout simplement, avec une flèche. Voilà. Donc oui, la page 1 n'était pas très importante. Voilà. Alors, peut-être avant de rentrer sur ce chantier juridique, je souhaitais juste rappeler quelles étaient les priorités du service du livre et de la lecture en matière patrimoniale. Donc c'était revoir pour 2020, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, le cadre normatif et l'ensemble des règles qui président à la gestion des fonds patrimoniaux en bibliothèque. Ce chantier est clos. Alors, aucun chantier n'est clos, bien sûr. L'ensemble du corpus sera revisité, sera réactualisé dans les années à venir, mais on a posé les fondations de cette révision. Un deuxième chantier qui lui aussi a été lancé avec beaucoup de partenaires, la BNF, l'ensemble des structures de coopération en région, l'ensemble des bibliothèques. Notre objectif est d'achever d'ici 2025 le signalement des manuscrits et des livres anciens des bibliothèques territoriales françaises dans le catalogue collectif de France et bien sûr dans les catalogues de ces bibliothèques. C'est un objectif qui est à portée de main, on a mis des moyens et donc il faut qu'on arrive à cet objectif et qu'on achève, alors pour les collections déjà présentes bien évidemment, ce signalement des manuscrits et des livres anciens dans ces bibliothèques dans les 4 ans, 5 ans qui viennent. Dans un proche immédiat, il y a d'autres chantiers qui vont nous mobiliser, avec l'ensemble, un très grand nombre de partenaires. Il y a un gros sujet que porte la Bibliothèque nationale de France sur la presse, le signalement de la presse, la numérisation de la presse, la conservation partagée de la presse, sujet à la fois qui est en versant patrimonial, qui touche l'ensemble des institutions de conservation, puisque la presse est un multiple très présent dans nos collections. Et qui pose donc cette question de la conservation partagée. Et c'est d'ailleurs un des genres documentaires qui se retrouvent dans des plans régionaux de conservation partagée avec la littérature jeunesse. Donc ça, c'est le premier sujet, je pense, qui va nous mobiliser pour plusieurs années, avec de grandes ambitions qu'il faudra approfondir avec la BNF et l'ensemble des bibliothèques. Services d'archives, puisque les services d'archives sont très nombreux et conservent des collections de presse très riches, parfois plus riches que les bibliothèques territoriales. Donc les archives sont partenaires très importants sur ce dossier, pour son volet patrimonial, mais aussi pour son volet plus actuel, pour la presse couverte par le droit d'auteur, les acteurs de la filière presse, qu'il s'agisse des éditeurs, des journalistes, pour assurer une diffusion d'une presse couverte par le droit d'auteur, d'une presse récente, dans un cadre de partenariat entre la puissance publique et des opérateurs privés, que sont les éditeurs, les groupes de presse, les éditeurs de presse, qui peuvent aussi eux-mêmes avoir intérêt à numériser leurs collections, leurs archives et à produire des services dans ce cadre-là. Deuxième chantier, c'est le chantier de la bande dessinée, du repérage des fonds patrimoniaux de la bande dessinée, de la patrimonialisation de la bande dessinée. Vous savez que 2020-2021 est l'année de la BD, et donc il y a un chantier important à mener avec l'ensemble des bibliothèques territoriales, la BNF bien évidemment, le Centre international de la bande dessinée et de l'image Angoulême, des musées,
puisqu'un certain nombre de planches de BD sont conservées en musée, autour de la connaissance du patrimoine en BD, de son enrichissement, et là aussi d'un certain nombre de règles propres à ce genre. Troisième sujet, qui est un sujet important, d'une ampleur réduite pour les bibliothèques territoriales, peu d'entre elles, une trentaine, sont concernées, mais c'est le sujet de la localisation des collections de livres, de manuscrits, d'objets conservés en bibliothèque qui ont été spoliés durant la Seconde Guerre mondiale. Les bibliothèques ont du retard par rapport au musée sur le repérage de ces collections, et il s'agit déjà de signaler dans les catalogues des bibliothèques qui conservent des collections spoliées la nature de ces biens, afin d'en faciliter le repérage par d'éventuels ayants droit en vue de restitution, ou tout simplement à des fins historiques pour connaître ce pan des collections qui est méconnu. Alors, qui concerne peu de bibliothèques territoriales, une trentaine de bibliothèques territoriales en France qui sont repérées, qui sont connues, se sont vues réattribuer après la guerre des collections spoliées, et donc c'est avec ces bibliothèques qu'on va travailler. Il y a beaucoup plus de collections effectivement spoliées dans des bibliothèques universitaires ou dans une grande bibliothèque comme la Bibliothèque nationale de France qui a mené ce chantier, qui je crois est quasiment achevé, de repérage des collections spoliées dans ces ensembles documentaires. Tout ça nécessite des budgets, nécessite des recrutements. Le ministère s'est efforcé de généraliser sur la carte de France des postes de chargés de mission auprès d'opérateurs régionaux qui sont le plus souvent des agences pour le livre et la lecture, comme en Bourgogne-Franche-Comté. Dans certaines régions, cette mission patrimoniale n'était pas assurée par ces agences et le ministère a financé la création de postes de chargés de mission patrimoine en PACA, en Pays de Loire. J'espère qu'on y parviendra cette année, au tout début de l'année prochaine, en Centre-Val de Loire. Ne manquera plus, à ma connaissance, que l'Île-de-France, où là, on a un problème, c'est qu'on n'a pas de structure régionale pour porter la mission. Donc là, c'est un problème un peu plus large sur l'Île-de-France. Mais on aura couvert l'ensemble des régions françaises. Il y aura, la plupart du temps, dans les structures régionales que sont les agences. Centre-Val de Loire, ça sera un laboratoire universitaire, le Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours, qui assumera cette mission. On peut l'annoncer, même si les conventions ne sont pas encore signées, ça devrait pas tarder. Donc voilà, on aura un opérateur qui pourra assister les conservateurs d'État, qui pourra assister l'ensemble des bibliothèques, en lien avec la BNF et en lien avec le service du livre à la lecture. Et par ailleurs, on a décidé de mieux accompagner les opérations touchant à la conservation du patrimoine au sein de ce dispositif financier très important qu'est le concours particulier bibliothèque au sein de la dotation générale de décentralisation, pour lequel, dans une circulaire en 2019, on a rendu éligible un certain nombre de dépenses liées à l'entretien des collections et liées au signalement et à la rétroconversion des catalogues. Donc, en termes budgétaires, on a des moyens et on a les dispositifs financiers pour aider. Et donc maintenant, il faut qu'on mène notamment ce chantier de signalement d'ici 2025 qui est la priorité. Il y aura peut-être un quatrième chantier qui est un chantier aussi important, je ne l'ai pas indiqué, qui n'est pas nouveau, mais qui prend une actualité peut-être plus forte avec les incendies de Notre-Dame de Paris ou l'incendie de la cathédrale de Nantes, qui sont les plans d'urgence en bibliothèque. Le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur ont confié à l'Inspection générale de l'éducation, des sports et de la recherche, qui regroupe en son sein, comme vous le savez, l'ancienne Inspection générale des bibliothèques. Donc les deux ministères ont confié à cette inspection une mission en 2020, un état des lieux des plans d'urgence en bibliothèque. Là aussi, les bibliothèques sont en retard par rapport au musée. Et là aussi, il va falloir qu'on travaille avec le ministère de l'Intérieur, qui chapeaute les services départementaux d'incendie et de secours, pour aboutir à la fois à ce que les professionnels des bibliothèques et les services d'intervention, les pompiers pour faire vite, soient parfaitement au point sur les enjeux patrimoniaux que représentent les fonds de certaines bibliothèques, à la fois par rapport au danger du feu ou au danger de l'eau. Il y a eu aussi un certain nombre d'inondations il y a quelques années, notamment à Nemours, qui ont touché les fonds patrimoniaux. Donc voilà, c'est un quatrième chantier. Il y a du pain sur la planche, comme vous le voyez. Alors moi maintenant, je vais vous parler de questions juridiques et je vais vous parler du cadre normatif qui a bougé en 2020. Alors déjà, je vais partir du plus général pour aller au plus précis, faire un
une petite diapositive un peu scolaire, j'en suis désolé, mais je pense que c'est important de rappeler que les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent la gestion des fonds patrimoniaux des bibliothèques, pour l'essentiel, sont réunies au sein d'un code, qui est le Code du patrimoine, qui est un code qui est le code du ministère de la Culture, pour faire vite, très largement, qui comporte deux parties, donc une partie législative qui rassemble l'ensemble des textes de loi et une partie réglementaire qui rassemble l'ensemble des décrets. Les bibliothèques ont un livre particulier qui s'appelle le livre 3, qui est un livre qui est dédié aux bibliothèques. Vous avez un livre qui est consacré aux archives, un livre qui est consacré au musée, un livre qui est consacré à l'archéologie. Vous avez un livre 1 qui est un livre général qui couvre l'ensemble, qui comporte un certain nombre de dispositions communes, parmi lesquelles figure le dépôt légal, qui est un sujet qui concerne les bibliothèques, qui concerne le patrimoine. Alors, le livre 3 du Code du patrimoine s'applique aux bibliothèques des collectivités territoriales, qu'il s'agisse des bibliothèques municipales, des bibliothèques intercommunales ou des bibliothèques départementales, et il s'applique aussi aux bibliothèques de l'État qui relèvent du ministère de la Culture. Je pense aux deux établissements publics que sont la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque publique d'information. Alors, la Bibliothèque publique d'information n'est pas touchée par le patrimoine, très peu, mais la Bibliothèque nationale de France est couverte par ce livre 3. En revanche, ce livre 3 ne s'applique pas aux autres bibliothèques publiques, et notamment une grande catégorie de bibliothèques qui sont les bibliothèques universitaires, qui sont des bibliothèques publiques, qui relèvent de l'État, d'établissements publics d'État, les universités, mais les bibliothèques universitaires, comme les universités, relèvent du Code de l'éducation. Voilà, les dispositions du Code du patrimoine ne s'appliquent pas aux bibliothèques universitaires, et c'est au sein du Code de l'éducation que se trouvent des dispositions pouvant concerner le patrimoine dans les bibliothèques universitaires. Ce code ne s'applique pas plus aux bibliothèques d'autres services, d'autres établissements culturels que peuvent être les musées ou les services d'archives. Voilà. Il ne s'applique pas non plus aux bibliothèques privées, puisque c'est un code concernant les personnes publiques. D'autres codes peuvent intervenir pour le patrimoine en bibliothèque. Un code dont on va reparler, qui est le Code général de la propriété des personnes publiques, qui est important sur des questions de domanialité, sur lesquelles je vais insister ce matin, et qui est un code qui, lui, pour le coup, s'applique à l'ensemble des personnes publiques, et donc y compris aux bibliothèques universitaires, et y compris aux bibliothèques de musées, aux bibliothèques de services d'archives, et bien sûr aussi, évidemment, aux bibliothèques des collectivités territoriales. Donc ce Code général de la propriété des personnes publiques, très important pour les questions de domanialité publique. Pour les bibliothèques territoriales, évidemment, on retrouve des dispositions dans le Code général des collectivités territoriales. Donc déjà, il y a trois codes. Code du patrimoine, Code général de la propriété des personnes publiques, surnommé dans le jargon des juristes le CG 3P, Code général 3P, donc propriété des personnes publiques, et le Code général des collectivités territoriales. Donc déjà, il y a trois codes avec parfois, on le verra, des divergences. Les trois codes ne sont pas forcément parfaitement ajustés. L'ajustement entre le Code du patrimoine et le Code général des collectivités territoriales est assez bien fait, mais on avait un problème qu'on a réglé en 2020, le Code général de la propriété des personnes publiques, je vais y venir. À côté de ces dispositions donc, normatives, soit qu'elles émanent de la loi, soit qu'elles émanent de décrets, peuvent exister des documents qui ne sont pas contraignants, parce qu'ils ne sont pas force de loi, mais qui sont plutôt des guides, des vadémécum, et notamment exister une charte, la charte de la conservation dans les bibliothèques, et va exister à partir de 2020, existe un nouveau guide dont je vais vous parler, le guide de gestion des documents patrimoniaux en bibliothèque relevant des collectivités territoriales. Alors, mon exposé se fera en 3 points. Je vais vous parler du décret, donc du nouveau décret qui remonte à mars, juste avant le Covid, décret 2020-195 du 4 mars 2020 portant dispositions relatives aux bibliothèques, qui va être important. Je vous parlerai, on passera rapidement sur le point 2 sur les arrêtés d'application. Il y a un arrêté qui concerne le patrimoine des bibliothèques, et je vous parlerai un peu plus longuement de ce guide qu'on a produit collectivement autour de la gestion des documents patrimoniaux à l'attention des bibliothèques territoriales, qui a été publié le 30 juin 2020. D'une certaine manière, le confinement nous a permis de, je ne devrais peut-être pas le dire, mais de terminer la rédaction au calme. Alors, le décret. On va commencer par le décret. Donc, ce décret, pour l'essentiel, en fait, revoit le livre 3. Donc, c'est ce livre 3 du Code du patrimoine consacré aux bibliothèques. Et donc, comme c'est un décret, il modifie la partie réglementaire, qui est la partie décret. C'est l'essentiel de ce décret. Par ailleurs, il complète sur un petit point sur lequel on reviendra
le fameux code général de la propriété des personnes publiques pour enlever une scorie qui existait entre les deux codes. J'y reviendrai, qui concerne le dépôt légal. Ce décret, en fait, fait suite à une modification de la partie législative du livre 3, donc toujours le livre 3 bibliothèque au Code du patrimoine. Cette modification législative s'était faite en 2017. Donc vous direz qu'il nous a fallu 3 ans pour passer des modifications législatives aux modifications réglementaires. C'est un travail qui a pris du temps, mais je pense que ça méritait ce temps. Donc voilà. Les principales modifications législatives auxquelles on avait procédé en 2017, je les ai listées. Il y en a très peu qui concernaient le patrimoine. Il s'agissait d'introduire dans la loi, dans le livre 3, donc sur les bibliothèques, la mention des bibliothèques intercommunales, là où ne figuraient que précédemment les bibliothèques municipales du fait du développement de l'intercommunalité. Il s'agissait de consolider la situation des bibliothèques classées en introduisant dans le Code du patrimoine le principe de mise à disposition gratuite des conservateurs d'État, qui existait au Code général des collectivités territoriales, mais pas au Code du patrimoine. Du coup, maintenant, c'est dans les deux codes. L'objectif étant de renforcer en se disant qu'une mesure qui est présente dans deux codes sera peut-être moins remise en cause qu'une mesure présente dans un seul code. C'est peut-être une illusion, on verra. On a adopté la formule contrôle scientifique et technique, une formule en vigueur pour les archives, qui est en vigueur pour les musées. Jusqu'alors, la législation sur les bibliothèques ne parlait que de contrôle technique. Donc c'est un toilettage vraiment à minima. On a étendu ce contrôle à l'ensemble des bibliothèques des collectivités territoriales. Précédemment, il existait un classement avec des bibliothèques classées, des bibliothèques contrôlées et d'autres bibliothèques. On a fait sauter ce classement, cette catégorisation des bibliothèques pour ne conserver que les bibliothèques classées. Et le contrôle a été étendu à l'ensemble des bibliothèques territoriales et on a mis fin à une spécificité que tout le monde ignorait, à dire vrai, y compris les habitants des 3 départements concernés, je crois, qui sont les 2 départements alsaciens et la Moselle, qui avaient un statut particulier lié à l'histoire, vous connaissez tous le statut alsaco-mosellan, qui faisait que, normalement, ces bibliothèques n'étaient pas soumises, par exemple, aux missions de contrôle scientifique de l'inspection générale des bibliothèques, ce qui n'empêchait pas l'inspection générale des bibliothèques de contrôler les bibliothèques à Strasbourg, dans le Haut-Rhin ou en Moselle, mais juridiquement, elle n'avait pas le droit de le faire, personne ne le savait, et de même que, normalement, juridiquement, les collectivités territoriales de Mulhouse, de Metz et de Colmar ne devaient pas bénéficier de la mise à disposition de conservateurs d'État, alors qu'elles en bénéficiaient de facto. Donc on a mis le droit en accord avec la situation de fait et on a intégré l'Alsace et la Moselle dans l'ensemble des dispositifs qui s'appliquaient. Voilà. Alors le décret, bon, vous le consulterez comme tout le décret sur Légifrance, je vous ai mis la référence et je laisserai le PowerPoint. Dans ce décret, il y a un énorme article 1 qui fait 80% de la longueur du décret et qui en fait est la nouvelle rédaction de cette partie réglementaire du livre 3 du Code du patrimoine. Cet article 1 qui se retrouve donc maintenant au Code du patrimoine. Si vous allez consulter le Code du patrimoine sur Légifrance, c'est le décret 2020-195 que vous lirez. Donc cette partie réglementaire du Code du patrimoine comporte 4 titres, puisqu'on en a ajouté un. Un premier titre classique, c'est dispositions communes. Un deuxième titre qui est spécifique aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques intercommunales, donc le bloc communal. Un titre 3 concernant les bibliothèques départementales. Et on a ajouté, c'est une nouveauté, lors de la codification, on a fait rentrer au Code du patrimoine les statuts des 2 bibliothèques nationales qui relèvent du ministère de la Culture, la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque publique d'information. Et on a profité de la codification des statuts de ces 2 établissements publics pour y apporter des ajustements et des petites corrections. Le reste du décret, il y a 2 articles, 2 et 3, qui sont sans intérêt puisque c'est pour organiser des renvois entre des articles du livre 3 et 2 autres codes. Et le livre 7 du Code du patrimoine qui concerne l'outre-mer et le Code général des collectivités territoriales, je passe, c'est sans intérêt. Plus intéressant est ce petit article 4 qui va modifier le Code général de la propriété des personnes publiques pour régler un problème concernant les exemplaires du dépôt légal. Et on est dans le patrimoine des bibliothèques, je vais y revenir. Alors, la principale innovation de ce décret, elle porte à mon sens sur un sujet simple, basique, qui constitue la base, qui est la définition du patrimoine.
qu'est-ce qu'on considère comme documents patrimoniaux en bibliothèque? C'est une question évidente, mais qui méritait d'être précisée et d'où découlent beaucoup de choses, bien évidemment. Et donc, on a fait le choix, et je vais y revenir parce que c'est important. Maintenant, une définition qui est claire, me semble-t-il, est stable. Alors, claire, certains pourront penser que non, hein, donc je m'avance peut-être, mais en tout cas qui règle un certain nombre de problèmes. On a décidé, dans le cadre de cette refonte, d'assimiler les collections patrimoniales en bibliothèque, notamment en bibliothèque territoriale, avec le domaine public mobilier des personnes publiques. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. La domanialité relève du Code général de la propriété des personnes publiques, et il y a un article, je vais expliciter tout ça, l'article 2112-1, qui définit le domaine public mobilier. Vous verrez quand je vous montrerai cet article, derrière, en fait, il définit l'ensemble du patrimoine conservé dans les institutions culturelles françaises, et notamment le patrimoine conservé en bibliothèque. On avait cette définition, et par ailleurs, donc, au Code du patrimoine, livre 3, on avait une autre définition qui n'était pas la même. Et l'objectif, en fait, de ce décret a été d'unifier les deux définitions, de façon à avoir au Code du patrimoine et au Code général de la propriété des personnes publiques une seule et même définition. Alors, ça peut vous apparaître comme un exercice purement intellectuel de juristes qui souhaitent rationaliser le droit et qui ont deux définitions qui ne sont pas tout à fait les mêmes et qui profitent du décret pour améliorer l'architecture du droit. C'est en partie le cas, mais derrière, c'est aussi un sujet plus important en termes techniques, on le verra. Et l'essentiel de mon sujet portera sur cette définition des documents patrimoniaux dans les diapositives suivantes. On a profité aussi dans ce décret alors c'est un décret où on a toiletté, on n'a fondamentalement rien inventé, hein, je vous rassure, mais on a toiletté un certain nombre de choses. On a allégé notamment le suivi des restaurations. Je vais y revenir, c'est des sujets qui sont souvent peu connus des collègues. Lorsque vous faites des restaurations sur les documents patrimoniaux, vous deviez demander l'avis, que ces documents vous appartiennent à la collectivité territoriale ou a fortiori qu'ils soient des documents appartenant à l'État, vous deviez demander l'autorisation du ministère de la Culture. Très peu de gens le faisaient, à dire vrai, par méconnaissance et par crainte de dispositifs lourds et consommateurs de temps pour pas grand-chose. Donc on a décidé d'alléger, en fait, dorénavant l'avis qui était avant l'avis du ministre de la Culture et qui dorénavant sera l'avis du préfet de région. Quand je dis préfet de région, dans tout mon exposé, il faudra comprendre Direction régionale des affaires culturelles, qui sont les services placés auprès du préfet de région. Donc dorénavant, ce sera auprès de la DRAC qu'il faudra demander un avis sur la restauration, et pas surtout sur la restauration dont le devis sera supérieur en montant qui est fixé par arrêté, je vous préciserai ça. Pour le reste, on n'a pas changé les règles concernant la gestion du patrimoine en bibliothèque. L'information du préfet de région, donc de la DRAC, est toujours requise pour tout sinistre, soustraction, détournement de documents patrimoniaux. Là aussi, quel que soit le propriétaire, y compris pour des documents qui appartiennent à la collectivité territoriale. On doit signaler au préfet tout sinistre et autres. Ça ne dispense pas d'ailleurs de faire des déclarations auprès de la police. Par ailleurs, pour les documents patrimoniaux qui appartiennent à une collectivité territoriale, le préfet de région doit aussi intervenir lorsqu'il y a un transfert de propriété entre collectivités territoriales, lorsqu'une collectivité territoriale décide de transférer des documents patrimoniaux de collectivité territoriale, le préfet de région doit donner son avis, alors même que la propriété est la propriété de la collectivité territoriale. Le préfet de région doit valider un transfert entre collectivités territoriales. De même, lorsqu'il y a déclassement, on va y revenir, déclassement de documents patrimoniaux qui appartiennent au domaine public mobilier, qui sont déclassés pour passer au domaine privé mobilier, l'avis du préfet est requis. Comme vous le savez, c'est une spécificité des bibliothèques, pas seulement des bibliothèques, mais les archives aussi sont dans ce cas, mais les collectivités territoriales gèrent dans leur collection des documents qui appartiennent à l'État et qui ont été déposés en bibliothèque municipale et dont les collectivités territoriales ne sont pas propriétaires.
ces collections sont déposées. Donc pour ces documents qui appartiennent à l'État, bien évidemment, là aussi l'État doit, à travers le préfet de région DRAC, donner son avis lorsqu'il y a un transfert de fonds d'État entre collectivités territoriales, c'est possible, mais c'est au préfet de région de décider, ou lorsque même un document d'État est prêté pour une exposition, il faut qu'il y ait l'accord du propriétaire qui est l'État au travers du préfet de région DRAC. C'est des choses qui existaient déjà. Très peu de gens le savaient, c'est des choses qui existaient déjà, qu'on a reprises. Ce n'est pas là la nouveauté du décret. Alors, la nouveauté, c'est sur la définition des documents patrimoniaux par assimilation au domaine public. Donc, j'ai déjà soulevé une première difficulté, qui est le point 2, le tiret 2. On avait deux définitions qui étaient proches, mais qui n'étaient pas équivalentes. La définition du CG3P, je vais y venir tout de suite, après un très long teasing, et celle du Code du patrimoine qui se limitait à une formule que vous connaissez tous, une formule magique, document ancien, rare et précieux. Donc voilà. Après, c'est quoi un document ancien, c'est quoi un document rare, c'est quoi un document précieux? C'était une autre question. Donc on s'était forcé de la régler aussi, cette question, et vous donner des définitions. Donc de fait, on avait une absence claire de définition qui faisait que des collègues étaient manquaient de repères et se posaient des questions pour savoir ce qui était vraiment patrimonial dans leur collection. Et donc on avait un risque d'aboutir à un kaléidoscope de pratiques. Je représente l'administration centrale, l'État, qui est très soucieuse d'un cadre uniforme, national. Et donc l'État a décidé de donner ce cadre national pour aider les collègues et éviter que, d'une bibliothèque à l'autre, un même document puisse être considéré comme patrimonial à Dijon et ne pas l'être à Besançon, ou ainsi de suite. Donc c'était aussi un des objectifs. Et donc on a décidé de fusionner la définition du CG3P avec celle du Code du patrimoine en donnant cette nouvelle définition du Code du patrimoine. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Voilà le fameux article L21, je vais vous le lire, hein, 21.12.1. Pour la caméra, je ne suis pas sûr que ça fonctionne, mais je laisserai le PowerPoint. Donc là, on est au Code général de la propriété des personnes publiques. Et on a un article L, donc c'est un article de loi, hein, qui dit que font partie du domaine... Alors, c'est un article qui définit le domaine public immobilier des personnes publiques. Les collectivités territoriales sont des personnes publiques, l'État sont des personnes publiques, les universités sont des personnes publiques, donc ça s'applique à toutes les... C'est une définition très large qui s'applique à toutes les collectivités publiques. État, collectivités territoriales, établissements publics. La BNF est couverte, comme tous les établissements publics, par cette définition. Donc, font partie du domaine public immobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technologie. Cette formule est importante, intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, virgule, notamment, et vous avez une liste de 11 items. Les bibliothèques sont concernées par le numéro 1 et par le numéro 10. Le numéro 1, c'est un exemplaire identifié de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d'une mémoire nationale par l'article L. 131.2 du Code du patrimoine. Derrière cette formule se cache le dépôt légal. L'article L. 131.2, c'est le dépôt légal. Là, le deuxièmement, c'est pour les archives. Troisièmement, c'est les archives privées. Quatrièmement, c'est les biens archéologiques. Cinquièmement, c'est les biens... vous le lisez, maritime de nature mobilière. Le sixièmement, c'est les objets mobiliers classés. Le septièmement, c'est les objets mobiliers non classés, mais présentant l'intérêt. Le huitièmement, c'est les collections de musées. Le neuvièmement, c'est les œuvres et les objets d'art contemporains. Et le dixièmement, on retrouve les bibliothèques, c'est les collections de documents anciens, rares ou précieux. On retrouve la formule du Code du patrimoine des bibliothèques. Et vous avez un dixièmement qui couvre le mobilier national et la manufacture de Sèvres. Donc, au travers de cette définition du domaine public mobilier, vous avez en creux une définition du patrimoine, puisque vous avez les musées, vous avez les archives, vous avez les bibliothèques, vous avez les objets mobiliers, vous avez l'ensemble du patrimoine, l'archéologie. Donc, c'est une définition qui a en creux une définition du patrimoine. Cette définition elle est aussi importante parce que découle de cette définition le fait que ces biens, ces documents patrimoniaux au sens de ces biens qui appartiennent au domaine public mobilier, sont inaliénables, ne peuvent pas être cédés, ne peuvent pas être désherbés, ne peuvent pas être détruits, et ils sont imprescriptibles.
C'est-à-dire que si ces documents ont été volés et qu'on trouve dans le marché de l'art, chez un libraire ancien, lors d'une vente aux enchères, un document dont on peut prouver qu'il a appartenu à des collections publiques à un moment donné, l'État ou le propriétaire, si c'est une collectivité, le propriétaire, donc l'État ou la collectivité territoriale, peut revendiquer ce bien et en obtenir la restitution devant les tribunaux. Alors, sans aller, on le réclame sans aller aux tribunaux, mais si le propriétaire refuse de le rendre, on va aux tribunaux et on obtient sans indemnisation pour l'instant. C'est bien. Donc c'est très important, inaliénable et imprescriptible, c'est les conséquences de l'appartenance au domaine public mobilier. Et donc on a mis dans le Code du patrimoine, livre 3, bibliothèque, en mars, on a créé cet article 311-1. Donc là, on est au Code du patrimoine, dans la partie réglementaire, d'où le R, et on dit, et c'est la définition de documents dorénavant patrimoniaux en bibliothèque, sont des documents patrimoniaux au sens du présent livre. Donc je vous rappelle, le livre, c'est le livre 3, donc pour les bibliothèques municipales, intercommunales, départementales et les bibliothèques nationales. Les biens conservés par les bibliothèques relevant d'une personne publique, on ne parle pas des bibliothèques privées, qui présentent un intérêt public, et là vous retrouvez l'expression du CG3P, du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science et de la technique. On a repris la même formule, notamment le premièrement de l'article du CG3P, les exemplaires du dépôt légal, je passe sur la formule complète, et les documents anciens, rares ou précieux. Ces documents patrimoniaux font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire. On recroise les deux codes. Donc concrètement, le patrimoine en bibliothèque, j'ai essayé de vous faire un schéma. C'est un bloc identifié qui est en bleu, c'est un exemplaire identifié du dépôt légal qui fait partie du patrimoine en bibliothèque, qui est inaliénable, imprescriptible. C'est ce petit bloc bleu, on va y revenir. Vous avez un deuxième bloc qui est en vert dans ce schéma, qui sont les documents anciens, rares ou précieux, et qu'on va définir en 2020, alors pas dans le décret, puisque le Conseil d'État a refusé que la définition des documents anciens, rares et précieux soit au décret, mais on l'a précisé dans le guide, qui, on va le voir, et l'accompagnement du décret. Cet ensemble est compris dans une catégorie beaucoup plus large, qui est celle des biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique. Ce qui veut dire, si le schéma est clair, que donc votre document patrimonial, il peut être patrimonial parce que bleu, si j'ose dire, parce que vert, mais il peut être aussi patrimonial parce qu'il présente un intérêt public, du point de vue des catégories qu'on a vues, mais sans être forcément un document, sans être l'exemplaire identifié du dépôt légal, sans être non plus un document ancien, sans être un document rare, sans être un document précieux. C'est ce qui, dans le schéma, est en grisé. En fait, il y a trois couleurs. Le bleu, c'est défini, on va y revenir. Le vert, on va le définir dans le guide. Et puis, il y a cette zone grise qui n'est pas définie. Et on va y revenir parce qu'elle est importante, parce qu'elle était laissée à la libre décision des professionnels et des collectivités territoriales. Et ça veut dire concrètement qu'un bien qui n'est pas l'exemplaire identifié du dépôt légal, qui n'est pas un document ancien, qui n'est pas un document rare, qui n'est pas un document précieux au sens des définitions qu'on va voir, peut être néanmoins considéré comme un document patrimonial parce qu'il présente un intérêt au point de vue de l'histoire locale, au point de vue de tel et tel critère, il présente un intérêt. Et on va vous expliquer comment se fait la patrimonialisation de ces documents qui ne le sont pas en fonction des deux catégories bleues et vertes, et comment on peut les patrimonialiser. Donc voilà, on a une définition qui va être stricte, celle du dépôt légal, celle des documents anciens et précieux, et on a la possibilité de contourner, peut-être pas contourner, mais d'enrichir cette définition, si elle ne répond pas aux besoins de la collectivité des professionnels, en utilisant la formule de document présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, qu'on est allé chercher au Code général de la propriété des personnes publiques et qui offre la possibilité aux collègues, aux conservateurs, aux bibliothécaires, aux professionnels des bibliothèques de patrimonialiser, entre guillemets, des documents qu'ils ne seraient pas intrinsèquement en fonction des définitions qu'on va donner pour l'ancienneté, la rareté ou le caractère précieux, ou parce qu'il s'agirait de documents du dépôt légal. Je ne vous ai pas perdu, tout le monde suit, c'est important. Voilà, merci en tout cas de votre attention. Donc sur le dépôt légal, on a vu qu'il y avait en première monde, si je reviens
à l'article de loi qui définit le domaine public mobilier, on dit un exemplaire identifié de chacun des documents dont le dépôt est prescrit, donc du dépôt légal. Un exemplaire identifié. Comme vous le savez, longtemps, ou comme vous le savez peut-être pas, mais longtemps, la collecte du dépôt légal, notamment du dépôt légal imprimé, s'est fait en demandant aux éditeurs, aux imprimeurs, plusieurs exemplaires. À une époque, la BNF recevait au titre du dépôt légal éditeur 4 exemplaires. Par ailleurs, un certain nombre de bibliothèques municipales en région, souvent dans les capitales régionales, à Dijon c'est le cas, reçoivent ce qu'on appelle le dépôt légal imprimeur. Donc pour un même titre, alors depuis sur le dépôt légal éditeur, on a abaissé les quantités, et maintenant on est à un exemplaire physique pour les imprimer, mais un même document, parce qu'édité, peut être envoyé un exemplaire à la BNF, s'il est édité en France, il y a un exemplaire imprimeur qui se retrouve dans une autre bibliothèque. Donc ce document, il est en 2 exemplaires. Or, la loi dit qu'on parle d'un exemplaire, mais la loi ne dit pas lequel. Elle ne dit pas comment faire pour identifier cet exemplaire. Cette formule-là, un exemplaire identifié, c'est très bien, mais c'est quel exemplaire? Comment on fait pour identifier? Donc le décret a réglé cette absence, en fait, ce manque, en précisant les conditions dans lesquelles on identifiait ce fameux exemplaire. Mille excuses pour la scorie où je répète l'exemplaire. Donc le décret dit comment faire pour savoir quel est l'exemplaire du dépôt légal qui appartient au domaine public mobilier de l'État. Il dit que l'identification de l'exemplaire, déjà, elle incombe aux organismes qui sont chargés du dépôt légal. C'est à la BNF de décider, au sein de ses collections, quel est, si elle a plusieurs exemplaires, l'exemplaire qui appartient au domaine public mobilier, qui est document patrimonial, qui sera donc inaliénable, imprescriptible. C'est elle qui dit, c'est tel exemplaire, les autres n'étant plus. De fait, ceux qui ne sont pas identifiés comme étant cet exemplaire-là ne font pas partie du domaine public mobilier, ils font partie du domaine privé, et donc ils sont aliénables, ils sont cessibles, ils peuvent être détruits. Voilà. Donc en termes de... C'est une parenthèse par rapport au développement durable, mais cette mesure va favoriser pour les bibliothèques qui conservent du dépôt légal des éliminations, des aliénations, ou éventuellement le fait que ces documents basculent dans des sections de prêt à domicile et ne soient pas uniquement conservés en magasin. Donc là, il y a une mesure qui va être une possibilité accordée à un certain nombre de bibliothèques, notamment de bibliothèques qui conservent le dépôt légal imprimeur, de désherber leur collection, de réduire leur métrage linéaire sur des collections qui jusqu'à maintenant étaient gelées, sur lesquelles elles n'avaient aucune prise et qu'elles ne pouvaient pas détruire. Donc voilà, l'identification, c'est les établissements qui le mènent. Alors, il y a le cas pour les imprimés de ce double dépôt, dépôt légal éditeur à la BNF, dépôt légal imprimeur dans une bibliothèque en région. Pour savoir quel est des 2 exemplaires, celui qui est l'exemplaire qui fait partie du domaine public mobilier, qui donc doit être conservé de manière absolue, on considère que c'est celui qui a été déposé à la BNF et identifié à la BNF. Prioritairement, c'est la BNF qui assure la conservation absolue. S'il n'y a pas eu de dépôt à la BNF, parce que c'est un éditeur étranger qui a imprimé en France, ça arrive, ou c'est parce qu'un éditeur français mais qui n'a pas fait son boulot de dépôt, et que la BNF n'arrive pas pour lequel la BNF n'arrive pas à récupérer l'exemplaire qu'elle devrait, à ce moment-là, c'est l'exemplaire qui est déposé par l'imprimeur dans une bibliothèque en région qui devient l'exemplaire identifié, et cette bibliothèque devra le conserver jusqu'à la fin des temps. Voilà. En revanche, donc dans le cas où l'exemplaire a été déposé à la BNF au titre du dépôt légal éditeur, la bibliothèque en région peut l'éliminer si elle le souhaite. Elle n'est pas obligée, c'est elle qui décide, mais il y a la possibilité d'éliminer. Et donc là, il y a une ouverture qui est faite aux bibliothèques municipales qui conservent le dépôt légal imprimeur. La BNF avait aussi distribué des exemplaires du dépôt légal éditeur à des bibliothèques universitaires, d'ouvrages qui n'ont plus beaucoup d'actualité, et les bibliothèques universitaires auraient souhaité les désherber, pour employer le jargon de bibliothécaire. Ce n'était pas possible jusqu'à maintenant, dorénavant c'est possible. Donc voilà, c'est une simplification de ce point de vue. Voilà. Je vais revenir après sur la définition des documents anciens, rares et précieux, parce qu'elle n'est pas dans le décret, elle est dans le guide. On a pris 3 arrêtés d'application qui étaient nécessaires, 2 le 1er avril. On a pris un malin plaisir à les dater de ce jour-là. L'autre du 31 juillet 2020, donc la réforme s'est terminée peu. Il y a un arrêté du 1er avril 2020 qui concerne le patrimoine.
c'est pour les projets de restauration. Le décret disait qu'il fallait soumettre au DRAC tout projet de restauration dont le devis était supérieur en montant. L'arrêté fixe son montant à 1 000 € pour les ouvrages imprimés et graphiques, à 500 € pour les ouvrages graphiques. Alors, c'est vécu par, je suppose, par les bibliothèques municipales, ou intercommunales, ce sont surtout elles qui ont du patrimoine, un peu les bibliothèques départementales, au sens où on va le voir. C'est vécu comme une contrainte. C'est l'État qui impose un contrôle, qui impose de faire un dossier de restauration pour vérifier. L'État est conscient de son rôle d'empêcheur de tourner en rond et de créateur de complications, et donc pour se faire pardonner, il met en place un dispositif de soutien financier pour aider aux restaurations. Donc il y a un dispositif au niveau de l'État qui s'appelle Acquisition et Restauration Patrimoniale d'intérêt national, le sigle ARPIN. Vous avez des fonds régionaux qui peuvent couvrir les restaurations en plus des acquisitions en bibliothèque, les FRAB, qui vous apporteront un soutien financier pour tout projet de restauration. Et dès lors qu'un projet nous est soumis au DRAC, on s'engage à apporter un soutien financier. Si en revanche un projet de restauration n'est pas soumis au DRAC, alors qu'il est supérieur à 1000 ouvrages et donc ne respecte pas le décret, dans ce cas-là, il n'y aura pas de soutien financier pour une collectivité qui n'a pas respecté la loi. C'est le principe de base. Et dès lors qu'elle le respecte, on l'aide en versant un soutien pour les restaurations. Alors, on a éprouvé le besoin de rassembler l'ensemble des textes normatifs, de la loi, du décret, et un certain nombre de recommandations qui sont des recommandations, qui ne sont pas des obligations, dans un guide. Dans un guide qui se voulait un vademecum, un document pratique qui aide chacun des collègues en bibliothèque de connaître le droit, d'avoir des conseils techniques qui ne relèvent pas du tout du droit, et aussi de connaître les dispositifs financiers qui vont aider sa collectivité à assurer telle et telle gestion sur le patrimoine. Donc on a conçu un guide de gestion des documents patrimoniaux en bibliothèque. Je vous ai mis en photographie la copie de la page d'écran du site du ministère, où vous pouvez télécharger ce guide qui pour l'instant n'existe que sous forme numérique, c'est gratuit bien évidemment, hein. Et c'est ce guide qui a fait l'objet d'une intense concertation avec les professionnels pendant 2 ans. Il y a eu un groupe de travail au départ qui réunissait la BNF, l'inspection générale, des représentants de bibliothèques municipales, des représentants de bibliothèques universitaires, des conseillers livres, le ministère qui a produit. Ça a été testé lors des journées du patrimoine écrit qui se sont tenues en 2019, en juin 2019 à Compiègne, où on a mis au débat ces premières propositions. Après l'été, on a tenu compte d'un certain nombre de remarques faites à Compiègne. On a fait une deuxième version qui a été envoyée à 2 associations, la Fédération interrégionale du livre et de la lecture, la FIL, qui regroupe les agences de coopération, et à l'association Bibliopathe, que vous connaissez tous, qui elles-mêmes ont fait des enrichissements, des corrections très importantes. Et le guide, en fait, est le fruit de ce travail collectif. J'insiste sur le caractère collectif, parce que sans les collègues, nous n'aurons jamais pu rédiger ce guide. Alors, ce guide, je l'ai sur le dossier, je vais vous le montrer. Si j'arrive à faire apparaître... Je vous rassure, je ne vais pas vous dérouler le guide, il fait 90 pages. Hein. Voilà le guide. On va essayer de replier le petit volet. De réduire la taille. Voilà, donc c'est un guide qui est daté du 30 juin. Hein, donc, je vous montre le sommaire pour que vous voyez. C'est un peu scolaire, mais ça vous permettra de voir l'étendue des sujets traités. Donc, la première partie, c'est en gros ce que je viens de vous expliquer. Quel est le champ du patrimoine? C'est ces questions de domaine public, domaine privé. La définition des documents patrimoniaux en bibliothèque que je viens de vous expliquer. On va revenir sur les documents anciens et précieux. Ce que veut dire patrimonialisation, ce que veut dire dépatrimonialisation, derrière ces termes, ce jargon, ce néologisme qu'on a inventé. Un certain nombre de dérogations au principe d'inaliénabilité, j'y suis arrivé. Il y a un cas où on peut aliéner des documents patrimoniaux, c'est dans le cadre de cessions et d'échanges entre des personnes publiques, on l'a évoqué tout à l'heure au sujet d'échanges entre collectivités territoriales, et on revient sur des considérations sur la propriété des documents.
quelles sont les collections propriété de l'État, quelles sont les collections propriété des collectivités territoriales, la question des dépôts par des personnes physiques ou morales, et la question des documents issus de spoliation, des documents issus de spoliation qui ont un statut juridique particulier en termes de propriété. Donc voilà, tout ça est explicité, ça fait 20 pages. Après, vous avez une partie un peu générale, un peu fourre-tout, ce n'est pas la plus intéressante, sur la politique patrimoniale, où on revient sur la nécessité pour chaque bibliothèque de formaliser sa politique patrimoniale dans le cadre de documents plus général, qui est sa stratégie, qui est son programme scientifique, culturel, éducatif et social, où le patrimoine doit avoir sa place. On revient sur la charte de la conservation, on précise ce qu'on entend par le contrôle scientifique et technique de l'État, et on rappelle qu'il existe un programme de l'UNESCO, Mémoire du monde. Tout ça n'est pas le plus important. Vous avez tout un chapitre sur les acquisitions. Les acquisitions onéreuses, comment on achète en vente publique, comment on peut demander à l'État de faire des préemptions, les acquisitions non onéreuses, comment on gère des dons, les dépôts, on insiste beaucoup sur la nécessité de conventions de dépôt, et on souhaite, alors c'est des recommandations, c'est des conseils, les collectivités sont libres de ne pas les suivre, mais on insiste beaucoup pour que dorénavant dans les dépôts, il y ait une demande systématique de compensation financière aux déposants pour les frais de gestion et les frais de conservation. C'est très important, et vraiment la nécessité de bien cadrer ces dépôts. On a eu des déboires, nous, au niveau de l'État, très dommageables, qui nous conduisent dorénavant à être très vigilants sur les dépôts, à être très réticents, et à vraiment ne pas à dire aux bibliothèques attention sur les dépôts. Parce que souvent, derrière, il y a de l'argent public qui est engagé pour la restauration de ces fonds, de l'argent des collectivités territoriales, de l'État même. Et à n'importe quel moment, une fois que les restaurations ont été faites, le déposant peut reprendre ses biens, sans compensation. Et donc a fait financer, par l'argent public, un certain nombre d'opérations sur ces fonds. C'est arrivé, on a des cas de dépôts qui ont été faits comme ça, auprès de bibliothèques municipales. L'État a aidé un certain nombre de restaurations, et le déposant a repris ses collections, dont la restauration a été financée par l'État. Donc, si vous voulez, il faut minimum demander une compensation pour les frais de gestion dans des conventions de dépôt. Je ne vois pas pourquoi l'État assurerait gratuitement, l'État et les collectivités territoriales, l'argent public assurerait la conservation de fonds privés, d'associations ou de personnes physiques. Et puis on revient sur les questions de procédure en registre d'inventaire. Les questions de signalement, j'y reviendrai parce qu'il y a deux novations dans le travail. Donc on revient sur les détails des normes de catalogage, les informations propres aux documents patrimoniaux qui doivent figurer dans les notices, j'y reviendrai. Il est 11h, je termine. Le signalement des manuscrits, les questions de protection des données personnelles, j'insiste pas. Et aussi toutes les aides que vous pouvez trouver pour faire des campagnes de rétroconversion ou les aides financières, ce que j'appelle aide au signalement des collections patrimoniales, où l'État vous aide à recruter des collègues pour rétroconvertir ou pour cataloguer des fonds. Toute une partie sur la conservation préventive, les bâtiments, sécurité, sûreté des collections, une partie sur la conservation curative, notamment les questions de restauration, un point sur les plans de conservation partagés, qui sont des questions qui devront évoluer dans les mois et dans les années à venir, notamment sur la presse. Je pense que les choses vont bouger. Les plans d'urgence, tout ce qui est lié à la communication, les valorisations, reproduction, numérisation, les expositions, les communications. Un point sur l'éthique et la déontologie, c'est important aussi de rappeler. Et vous avez une série d'annexes, un modèle de convention de dépôt, puisqu'on vous dit qu'il ne faut pas faire des conventions de dépôt, mais on vous donne un modèle. Libre à vous de l'utiliser, mais éprouvez le besoin. Un point sur le catalogage des documents spoliés. Et puis un certain nombre on vous remet la charte de conservation de la bibliographie, j'insiste pas, et je reviens sur les dernières diapos de mon PowerPoint pour terminer mon exposé. Il faut que je retrouve mon PowerPoint. Je suis parti, je suis perdu. Il faut que je ferme celui-ci. Je ne sais plus où je suis là. Outlook, non. Mille excuses. Oui, je vais laisser les professionnels intervenir. Je ferme, ça je ferme. Je ferme. Je ferme. Je vais fermer ça. Fermer non, non, pas celle-là. C'est celle-là que je vais Tiens, fais. Vas-y, Arnaud. C'est l'onglet actif que je ferme. Oui, tout à fait. Voilà, merci Arnaud.
Donc ça, c'est le sommaire, on l'a vu. Et je terminerai donc sur 3 sujets. La définition des documents anciens, rares et précieux. Vous la trouverez dans le guide, hein, je ne vais pas insister. Donc voilà ce qu'on propose, hein, c'est le fruit d'un travail collectif pour la définition des documents anciens. Toute monographie, périodique, carte géographique, imprimée, partition antérieure à 1830. Il fallait fixer une date. Sur l'ancienneté, on attend une date. Donc là, il y a une bande chronologique qui correspond d'ailleurs aux recommandations de catalogage pour les monographies anciennes diffusées par la BNF. Pour les documents iconographiques ou sonores, c'est tous les documents âgés de plus de 50 ans. Voilà. Bon, on indique pour les périodiques qui débutent avant 1830, qu'est-ce qu'on fait pour les collections postérieures. Je ne reviens pas, ce critère ne s'applique pas aux manuscrits puisque les manuscrits sont patrimoniales parce qu'uniques, et donc c'est le critère de rareté qui vient tout de suite après, qui de toute façon les classe au nombre du patrimoine mobilier public et des documents patrimoniaux. La rareté donc, est considérée comme rare tout document unique, ça c'est évident, ou pour les multiples, tout document signalé à moins de 5 exemplaires dans des catalogues recensant les collections publiques. Alors, des catalogues accessibles, on a en tête bien sûr le catalogue collectif de France, qui est le catalogue de référence, puisqu'il fusionne BNF, SUDOC et beaucoup de collections patrimoniales de bibliothèques municipales. Donc dès lors qu'un document, vous le repérez à moins de 5 exemplaires, on considère qu'il est patrimonial. Alors, forcément, c'est un critère qui va évoluer dans le temps au fur et à mesure qu'on va qu'on va achever le catalogage des livres anciens, des manuscrits. Pour les documents aussi multiples, c'est tout document qui est singulier parce qu'il a des particularités d'exemplaires liées à sa condition, liées à sa provenance, à des marques particulières, des notes manuscrites et autres, c'est ce qu'on appelle les particularités d'exemplaires, qui font qu'un ouvrage qui peut être un 100 exemplaires dans son catalogue est unique parce que c'est uniquement lui qui porte des annotations de tel personnage célèbre qu'il a eu, ou parce qu'il a appartenu à la bibliothèque de Charles de Gaulle ou que sais-je. Voilà. Dernière catégorie, le caractère précieux. Alors, ça a été très compliqué de fixer ce caractère précieux des documents patrimoniaux. Certains collègues ne souhaitaient pas mettre des valeurs financières. Finalement, on a considéré qu'on devait le faire, et comme il se trouve qu'au Code du patrimoine, on a une classification des documents avec des valeurs financières, c'est la classification qui est valable pour la circulation des biens culturels. On a repris les valeurs qui figurent au Code du patrimoine pour la circulation les seuils de valeur pour la circulation des biens culturels. Et c'est ces valeurs qui servent pour fixer le caractère précieux. J'attire votre attention sur le fait que ces valeurs vont changer normalement si tout se passe bien et si le service des musées de France parvient à ses fins dans un décret qui doit paraître cet automne, d'ici le 31 décembre, et qui sera en vigueur à partir du 1er janvier, qui va relever les seuils de valeur, notamment pour les manuscrits et pour les livres. Donc ces seuils-là, c'est les seuils valables, mais ces seuils vont bouger dans les mois à venir. Le guide aussi vous donne des conseils pour patrimonialiser des documents qui ne le seraient pas, donc pas dépôt légal, pas anciens, pas rares ou précieux, c'est comment vous faites. Et il faut une délibération de l'Assemblée délibérante de votre collectivité pour approuver l'entrée dans le domaine public mobilier des documents qui ne sont pas patrimoniaux intrinsèquement, mais que vous décidez, vous, scientifiques, professionnels, de patrimonialiser, de faire entrer dans le domaine public mobilier. Pour ça, il faut une délibération de votre collectivité. Vous ne pouvez pas le faire comme ça, le matin, vous vous rasez, vous vous coiffez, je vais dire, tiens, je vais patrimonialiser telle carte postale, et vous arrivez au boulot et vous dites, ça c'est... Non, bien sûr, il y a cette réflexion derrière, mais il faut que ça soit acté, puis c'est des documents qui vont être inaliénables, et donc il faut qu'il y ait une trace écrite, juridique, du fait qu'ils appartiennent au domaine public mobilier, puisqu'ils ne répondent pas aux définitions légales. Donc c'est important, c'est lourd, mais les obligations sont lourdes pour les documents patrimoniaux, donc ça implique ce degré de... Et ça l'implique aussi, puisque lorsqu'on va déclasser, c'est-à-dire qu'on peut déclasser un document patrimonial, on peut le dépatrimonialiser, c'est-à-dire le faire passer du domaine public mobilier au domaine privé mobilier. On peut le déclasser, et chaque fois que vous déclassez, il faut qu'il y ait une délibération, donc par analogie, par parallélisme, il faut qu'il y ait une délibération pour le patrimonialiser. Et en plus, pour la dépatrimonialisation, non seulement il faut une délibération, mais il faut que le préfet de région soit d'accord, y compris pour les documents dont la collectivité est propriétaire. Et alors, dernière diapositive, je vous rassure. Sur le signalement, il y a 2 innovations sur lesquelles je souhaitais attirer votre attention.
on impose, et donc ça a été vu avec le comité français de normalisation en matière bibliographique, hein, donc vu avec la Bibliothèque nationale de France, hein, l'Agence bibliographique nationale de l'enseignement supérieur aussi a été associée, hein, et donc ça a été validé par les instances, le comité français Unimark a validé tout ça. Il y a 2 contraintes dorénavant qui s'imposent à vous, mais ça nous paraît nécessaire. La nécessité dorénavant pour les documents patrimoniaux d'indiquer dans le catalogue qu'ils sont documents patrimoniaux. On doit pouvoir, à des fins de gestion, mais aussi pour le lecteur, savoir que tel document est patrimonial et l'indiquer dans le catalogue. Comme ça, après, lorsqu'on vous demandera des statistiques de combien de documents patrimoniaux vous aurez, vous lancerez votre catalogue, ça vous sortira tout. Et on souhaite aussi que dorénavant soit indiqué dans les catalogues, alors, pas forcément visible par le lecteur, mais en termes de gestion, c'est important, qui est propriétaire du document. Il est choquant qu'au XXIe siècle, dans un certain nombre de bibliothèques municipales, on ne sache pas qui est propriétaire de tel document patrimonial. Qu'on ne puisse pas dire c'est un document de l'État, c'est un document qui appartient à ma commune ou à mon intercommunalité. Voilà, il faut dorénavant faire cet effort qui peut demander un travail scientifique sur l'origine des fonds, aller aux archives, aller aux inventaires, mais il faut qu'on arrive à savoir, au XXIe siècle, ce qui appartient à l'État, ce qui appartient à la commune. En plus, dorénavant, il peut y avoir plusieurs propriétaires du côté des collectivités territoriales. Lorsqu'il y a eu lorsque l'intercommunalité a pu prendre la mission patrimoniale à sa charge, elle peut aussi acheter des documents patrimoniaux. Ça veut dire que vous pouvez avoir des documents de la commune, mais vous pouvez aussi avoir des documents qui appartiennent à l'intercommunalité. Donc, pour avoir 2 propriétaires maintenant, au niveau des collectivités territoriales. Vous pouvez avoir des dépôts, soit de personnes physiques, soit de collectivités, de personnes morales. Et malheureusement, on aura, parce que malgré tous les efforts qu'on va mener dans les années à venir pour identifier les propriétaires, pour certaines collections anciennes, on ne sera pas capable de dire si elle est issue d'une confiscation révolutionnaire ou d'un dépôt de l'État, donc si elle appartient à l'État, ou si elle est arrivée, en 1828. Bon, donc on a prévu bien évidemment une rubrique propriétaire indéterminé qui restera un cas qu'on souhaite le moins nombreux possible, hein, parce qu'il faut arriver, pour des questions d'assurance, je fais une parenthèse, mais il y a beaucoup de vols de cartes dans les bibliothèques, hein, vous le savez, des gens qui viennent avec des cutters, qui découpent des atlas, qui repartent. La justice a réussi à démanteler un certain nombre de réseaux de voleurs de cartes dans plusieurs bibliothèques municipales. Et lorsque vous arrivez devant le juge au procès, et que se fait la restitution, lorsque l'État et la collectivité disent aux juges qu'ils sont incapables de savoir si telle carte appartient à la ville d'Albi ou à l'État, ça ne fait pas très sérieux. Ça ne fait pas très sérieux. Par rapport aux professionnels, en tant que professionnel, j'ai un peu honte de cette situation où on doit dire devant les tribunaux, on ne sait pas quel est le propriétaire de ce document patrimonial. Je trouve ça choquant. Je n'insiste pas. Voilà, donc c'est important, hein, de faire ce travail maintenant de repérage des propriétés. La dernière diapo, vous invitez à lire ce guide. Merci de votre attention. J'ai été un peu long. Merci Jérôme. On a bien vu à travers ton intervention combien est importante l'idée le fait qu'on soit passé à une patrimonialisation choisie et non plus subie, et aussi quelle est l'importance d'une politique documentaire responsable par rapport à nos questions de gestion de stock et de développement durable. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle avant de passer à l'intervention suivante ? Patrimonialisation ou dépatrimonialisation des fonds. On a pas mal de fonds particuliers qui sont entrés il y a plusieurs dizaines d'années, qui n'ont pas été traités jusqu'à maintenant, qui n'ont pas forcément fait l'objet d'un inventaire lorsqu'ils sont arrivés. Est-ce que ce
s'applique, enfin, comment ça marche sur le rétrospectif? Est-ce qu'on considère que, parce qu'ils sont arrivés il y a 50 ans, ils ont été conservés, ils sont patrimoniaux de facto, ou si on envisage que notre politique patrimoniale a évolué et que du coup on ne va pas forcément garder tous ces fonds, enfin tous les ouvrages de ces fonds. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut que, si on fait un tri par exemple, est-ce qu'il faut qu'on les dépatrimonialise? Je ne suis pas complètement sûr d'avoir parfaitement compris votre question, mais vous me corrigerez si vous sentez que ma réponse ne répond pas à vos attentes. Ce qui compte, c'est la nature des documents. Donc voilà, je veux dire, le caractère patrimonial, c'est par rapport aux documents. Donc il faut qu'il y ait une analyse du document. Il faut que vous vérifiez s'il est rare, s'il est ancien, s'il est précieux. Donc s'il n'y a pas eu de traitement scientifique du fonds, je ne vois pas que vous puissiez statuer sur le caractère patrimonial ou pas, si j'ose dire. Pour qu'il y ait un caractère patrimonial, il faut qu'il y ait, mais je réponds peut-être mal à votre question, il faut qu'il y ait une analyse scientifique qui peut être basique, hein, vérifier la date, c'est pas très scientifique, en tout cas c'est à la portée de grand nombre de scientifiques, de vérifier que c'est avant ou après 1830, ça peut être assez facile pour des documents imprimés. Vérifier s'il est rare, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut faire des recherches sur des catalogues collectifs et vérifier, et sans qu'on soit complètement sûr. Donc c'est un peu plus compliqué. Et le caractère précieux, c'est encore plus objectif parce que ça implique qu'il y ait une estimation vénale de la valeur du bien. Estimation vénale que vous êtes de toute façon obligé de faire dans un certain nombre de cas. Lorsque vous exposez des documents en exposition, vous devez avoir une valeur d'assurance et donc vous devez avoir une estimation vénale si vous mettez un... Mais c'est compliqué, ça demande un travail. Donc il faut voir les documents. Vous ne pouvez pas décider du caractère patrimonial des documents en fonction de la date d'entrée dans les collections si vous ne les avez pas traités. Alors je ne suis pas sûr d'avoir bien répondu. Je peux vous donner un exemple. On a le cas d'une bibliothèque scolaire du lycée Carnot, l'ancien lycée de Garçon. Donc ce n'est pas des ouvrages qui sont très anciens, c'est plutôt fin 19e, début 20e siècle. Donc on a pu regarder déjà par rapport à ce qu'on avait déjà dans les collections, ce qu'on possédait comme exemplaire. Donc on a fait une sélection, disons, entre ce qu'on n'avait pas déjà et ce qu'on avait déjà, ou ce qui nous semblait être moins intéressant. Moi, ma question, c'était sur le statut des documents que potentiellement on ne va pas intégrer aux collections. Alors, on a fait ce travail scientifique, en fait. Si les collections sont postérieures à 1830, elles ne sont pas patrimoniales parce qu'anciennes. Donc déjà, ça tombe. Si c'est des documents qui ne sont pas rares, des multiples, qui sont au-delà des 5 exemplaires, ces documents, le premier cas, ne sont pas anciens, vous avez corrigé, ils ne sont pas rares. Si c'est des collections de tout venant, a priori, elles ne sont pas précieuses. Ce n'est pas du dépôt légal, donc a priori, je suppose que ces documents ne répondent pas aux critères définis par le dépôt légal et par le caractère ancien ou précieux. Donc vous êtes dans la zone grise, si je veux dire, sans mauvais jeu de mots, où vous pouvez, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Donc ils ne sont pas patrimoniaux, ces documents. Ils ne sont pas patrimoniaux, ce n'est pas du dépôt légal, ce n'est pas rare, ce n'est pas ancien, ce n'est pas précieux. Ils ne sont pas patrimoniaux en fonction des définitions légales et du guide. Ils ne peuvent le devenir que si vous le décidez. Et c'est ça la patrimonialisation. C'est vous qui dites, ce fonds, il vient d'une institution d'éducation de Dijon. C'est important pour l'histoire locale de conserver l'intégralité de la bibliothèque de l'école Jules Ferry de Dijon. Et moi, à Dijon, professionnel, je considère que ça présente un intérêt du point de vue de l'histoire locale en l'occurrence, de l'histoire de l'éducation, et que, parce que ça constitue un tout, et que j'ai la photographie d'une bibliothèque d'école des années 30, et donc je décide de patrimonialiser l'ensemble. Mais si vous ne prenez pas la décision de patrimonialiser l'ensemble, ce n'est pas patrimonial. Alors si vous le gardez, oui, non, là, on n'a que des documents imprimés a priori, on n'a pas la question des 50 ans d'âge. Donc a priori, j'aurais tendance, ce n'est pas patrimonial, mais vous pouvez vous décider, si ça présente un intérêt du point de vue de l'histoire, de le patrimonialiser. Et dans ce cas-là, il faudra porter en conseil municipal à Dijon. Alors, vous n'allez pas leur lister toutes les cotes, mais vous mettrez un ensemble de cotes, ou alors, s'il n'est pas classé, vous dites le fonds de la bibliothèque Jules Ferry, je considère qu'il faut le patrimonialiser, et donc il appartient au domaine public mobilier de la ville de Dijon. Et dans ce cas-là,
vous le patrimonialisez, mais ça voudra dire que vous ne pourrez plus enlever aucun document. Vous le gelez. Alors, ou si vous voulez après le dégeler, entre guillemets, excusez-moi ces adjectifs un peu... il faudra déclasser, c'est-à-dire qu'il faudra refaire passer en conseil municipal le fait que vous déclassez pour la partie qui est ni ancien, ni rare, ni précieux. Même si on peut aussi déclasser des documents anciens ou précieux. Hein. On peut tout déclasser. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, non, mais oui, c'est très clair. Oui. Donc l'intérêt de sa définition, c'est de donner une marge de manœuvre, de vous donner une marge de manœuvre pour sortir des définitions qui sont un peu rigides. C'est un peu rigide, ancien 1830, ça vaut ce que ça vaut. Il fallait donner une définition. Elle est stupide, elle est arbitraire, elle est tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Hein. 1830, pourquoi 1830 on a passé des heures à en discuter de ces sujets et je pense qu'on pourrait y passer des années, on ne se mettrait jamais d'accord. Donc c'est pas grave, on prend des décisions arbitraires, stupides, tout ce qu'on veut, on offre la possibilité de récupérer des documents qui ne répondent pas à ces définitions. Donc, c'est ça. Et ça, c'est le rôle des professionnels et qui fait partie du métier, me semble-t-il. C'est au cœur de votre métier. Et donc c'est vous qui décidez ou non. Et si vous ne le décidez pas, vous pouvez éliminer, vous pouvez mettre en prêt, vous pouvez donner, vous pouvez... les ouvrages que vous n'avez pas décidé de patrimonialiser. Vous pouvez en patrimonialiser une partie. Après, il faut qu'il y ait un argumentaire scientifique. C'est pas au doigt mouillé ou voilà quoi. Il faut qu'il y ait un argumentaire scientifique pour dire je patrimonialise tout, je patrimonialise une partie et dire pourquoi cette partie et pas telle autre. Ou vous patrimonialisez rien du tout, c'est pas patrimonial et vous le gérez comme vous voulez.